Le vent salé de la Méditerranée fouettait le visage de Mélanie comme une gifle inattendue, tandis qu'elle serrait les poings sur le balcon du siège de l'entreprise, dominant les toits ocres de Barcelone. Espèce de lesbienne refoulée, tu crois que tes chiffres te sauveront de ton petit secret, avait craché Ravière, son vice-président, lors de la réunion du conseil, déclenchant un éclat de rire étouffé parmi les actionnaires. Mais ce n'était pas la moquerie qui la brisait, c'était le silence assourdissant de Clémence, sa compagne, assise en face d'elle, les yeux baissés sur ses notes, comme si ces mots n'avaient jamais franchi les lèvres de quiconque. Dans l'ombre du vieux quartier gothique, où les ruelles étroites serpentaient comme des veines oubliées, Mélanie avait cru trouver un refuge. À 35 ans, elle dirigeait Ecovista, une firme d'économie durable qui transformait les déchets industriels en énergie verte, un empire bâti sur des nuits blanches et des rêves d'un monde plus propre. Barcelona, avec ses mosaïques de Gaudí et ses embruns iodés, était son havre, loin des regards parisiens de son enfance. Pourtant, ce matin-là, alors que le soleil se levait sur la Sagrada Familia, inachevé comme ses propres espoirs, tout avait basculé. Ravière, ce serpent aux costumes impeccables, avait profité d'une pause pour lancer son venin. « Mélanie, ton orientation, c'est comme une faille dans ton bilan comptable. Les investisseurs préfèrent la stabilité, pas ça. » Les rires avaient fusé, discrets mais acérés, et Clémence, économiste brillante de 32 ans aux courbes douces et aux cheveux noirs cascadant comme une nuit d'été, n'avait rien dit. Son silence avait creusé un abîme plus profond que les mots. Mélanie rentra chez elle ce soir-là, un appartement haussmannien rénové dans l'Eixample, avec ses balcons fleuris de bougainvilliers et ses parquets qui craquaient sous les pas. Clémence était déjà là, penchée sur son ordinateur, les lunettes sur le nez, feignant de compiler des données sur les subventions européennes. « Tu n'as rien dit » murmura Mélanie, la voix rauque, en posant son sac sur la table en marbre. Clémence leva les yeux, ses prunelles brunes voilées d'une tristesse qu'elle ne pouvait masquer. « Que aurais-tu voulu que je dise ? C'est ton monde, Mélanie. Ton conseil, tes investisseurs. Si je m'étais levée, ça n'aurait fait qu'empirer les choses. » Les mots de Clémence étaient comme du cristal fissuré, vrai, mais blessant. Elles s'étaient rencontrées 3 ans plus tôt, lors d'un congrès à Madrid sur l'économie circulaire, où Clémence avait présenté une thèse sur les impacts sociaux des énergies renouvelables. Mélanie, fascinée par sa passion et sa vulnérabilité cachée sous une assurance académique, l'avait invitée à dîner. Ce soir-là, sous les lumières tamisées d'un restaurant andalou, leurs mains s'étaient frôlées sur la table, et le monde s'était rétréci à ce contact électrique. Mais l'amour, en Espagne, n'était pas toujours une fiesta. La société barcelonaise, mélange de catholicisme résiduel et de progressisme effervescent, tolérait les unions comme la leur sans les célébrer vraiment. Mélanie, avec son tailleur pantalon et ses escarpins Louboutin, était une icône pour certaines, une anomalie pour d'autres. Clémence, issue d'une famille modeste de Valence, portait encore les stigmates d'une éducation où l'amour entre femmes était un murmure interdit. Elles s'aimaient avec une intensité fiévreuse, dans les draps froissés de leur lit king size, où les corps se mêlaient comme des vagues sur la Costa Brava. Pourtant, au bureau, Clémence était la consultante externe, une ombre discrète pour éviter les ragots. « Je te protège » disait-elle souvent, mais Mélanie y voyait une lâcheté. Les jours suivants furent un tourbillon de tensions. Ecovista signait un contrat majeur avec une multinationale allemande pour recycler les plastiques marins, et Mélanie mena les négociations avec une férocité qui masquait sa douleur. Ravière, sentant le vent tourner, multiplia les sourires faux et les compliments mielleux. « Tu es une lionne, Mélanie. Oublie ces fadaises, concentre-toi sur les chiffres. » Mais les chiffres ne mentaient pas, les ventes grimpaient, et avec elles, les rumeurs. Un soir, après une présentation triomphale au Palo de la Musica Catalana, où les lustres de cristal scintillaient comme des étoiles, Mélanie surprit 2 investisseurs murmurant « Elle couche avec sa consultante, c'est clair. » Pas étonnant qu'elle soit si agressive. Le cœur battant, elle rentra seule, laissant Clémence à la réception networking. Dans l'appartement, l'air était lourd d'encens de lavande, un rituel que Clémence maintenait pour apaiser les esprits. Mélanie s'effondra sur le canapé, un verre de Rioja à la main. « Pourquoi restes-tu silencieuse ? Parce que tu as honte de moi ? De nous ?» Clémence s'agenouilla devant elle, ses mains fines effleurant les genoux de Mélanie. « Non, ma chérie. J'ai peur.
Peur de te perdre, de tout ce qu'on a construit. Leurs lèvres se trouvèrent alors, un baiser salé de larmes et de vin, qui se transforma en une étreinte urgente. Les vêtements tombèrent comme des feuilles d'automne, et dans la pénombre, leurs corps se racontèrent ce que les mots ne pouvaient. Clémence, avec sa peau olive et ses courbes généreuses, explorait Mélanie comme un territoire sacré, tandis que Mélanie, plus anguleuse, plus directive, guidait ses amours avec une tendresse possessive. Cette nuit-là, elles firent l'amour comme pour sceller un pacte, ignorant que l'orage gronda plus fort. Le conflit éclata une semaine plus tard. Ravière proposa une fusion avec une firme madrilène conservatrice, dirigée par un patriarche traditionnaliste qui exigeait une image familiale irréprochable. Lors du conseil, il lança « Mélanie, ton style de vie pourrait compliquer les choses. Imagine les titres dans LP. » Les rires fusèrent à nouveau, plus audacieux. Clémence, présente comme observatrice, se raidit sur sa chaise. Mélanie sentit la rage monter, un feu catalan. Mon style de vie? C'est mon talent qui a fait d'Ecovista un leader européen. Si vous ne pouvez pas supporter une CEO lesbienne, trouvez-vous un autre bateau à couler. Elle quitta la salle, le cœur en lambeaux, et Clémence la suivit dans le couloir, les talons claquant sur le marbre. Tu aurais dû me soutenir, hurla Mélanie, les joues en feu. Clémence, les yeux brillants, balbutia, Je ne sais pas. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'on devrait être plus discrète. Ces mots furent une lame. Mélanie recula, comme frappée. Discrète? Après 3 ans? Tu me demandes de me cacher, comme une adolescente? Clémence pleura alors, un torrent silencieux. J'ai reçu un appel de ma mère aujourd'hui. Elle sait, pour nous. Elle dit que je ruine ma vie, que je ne pourrai jamais avoir d'enfant, une famille normale. La vulnérabilité de Clémence désarma Mélanie, et elles s'étreignirent dans l'escalier de service, loin des regards. Mais la graine du doute était plantée. Les semaines passèrent dans une danse fragile. Mélanie plongea dans le travail, voyageant à Bilbao pour des audits, dormant dans des hôtels impersonnels où les draps sentaient le désinfectant plutôt que la peau de Clémence. Clémence, de son côté, accepta une offre freelance à Séville, prétextant un besoin d'indépendance. Leurs appels nocturnes étaient des murmures tendres, mais teintés de non-dits. Un soir, sous un ciel étoilé visible depuis la terrasse de l'appartement, Mélanie confia « J'ai grandi à Paris, tu sais, avec une mère qui m'a appris à ne jamais plier. Mais ici, en Espagne, j'ai l'impression d'être une étrangère dans mon propre pays. » Clémence, serrant sa main, répondit « L'Espagne est belle, mais elle guérit lentement ses blessures. Comme nous. » Elles firent l'amour sous les étoiles, lent et profond, leur souffle se mêlant au chant des cigales lointaines. Pourtant, la trahison guettait. Ravière, ambitieux, ourdit un plan. Il contacta discrètement les investisseurs, amplifiant les rumeurs. Mélanie est instable, sa relation toxique affecte ses décisions. Clémence, apprenant cela par un collègue, hésita. Blessée par les maux de sa famille, elle commit l'irréparable. Lors d'un dîner d'affaires à Madrid, elle laissa entendre à un partenaire potentiel que Mélanie et moi, c'est professionnel seulement. Les mots revinrent à Mélanie comme un boomerang, via un email anonyme. Le monde s'effondra. Mélanie errait dans les Ramblas au petit matin, quand les marchands de fleurs déballaient leurs bouquets écarlates, le cœur cognant comme un tambour de flamenco. L'email anonyme brûlait dans sa poche, ces mots de Clémence, professionnelle seulement gravés dans sa chair comme une cicatrice. Comment avait-elle pu? Après les nuits où elle s'était juré l'éternité, après les voyages volés à Grenade, où elles avaient dansé sous les lanternes mauresques, mains enlacées malgré les regards? Barcelona, ville de passion, se muait en prison dorée. Elle rentra à l'appartement, où Clémence dormait encore, enroulée dans un drap blanc comme un suaire. Mélanie la secoua doucement, l'email imprimé à la main. Lis ça. Et dis-moi que c'est un mensonge. Clémence se redressa, les yeux gonflés de sommeil, et parcourut les lignes. Son visage pâlit, puis se crispa en une grimace de douleur. Ce n'était pas comme ça. J'ai paniqué. L'homme en face de moi posait des questions sur nous, sur l'équipe. J'ai dit ça pour protéger l'entreprise, pour te protéger. Mélanie rit,
Un rire amer qui résonna dans la pièce. Me protéger? En me reniant? Tu es comme eux, Clémence. Comme Ravière, comme ma mère qui m'a renvoyée à 16 ans quand elle a découvert mes premiers baisers volés avec une camarade de lycée. Clémence se leva, nue et vulnérable, et s'approcha, les bras tendus. Non, Mélanie. Je t'aime. Plus que tout. C'était une erreur, une faiblesse. Elles s'effondrèrent sur le sol, en pleurs, et le pardon vint dans un baiser désespéré. Mais la confiance, fragile comme du verre de Murano, s'était fissurée. Les jours suivants, Mélanie accepta les excuses, mais une ombre planait. Au bureau, Ravière sentait la victoire proche, il programma une assemblée extraordinaire pour discuter de la fusion, invitant des médias pour retransparence. Mélanie, sentant le piège, prépara sa contre-attaque, une présentation sur les risques éthiques de la fusion, soulignant comment le partenaire madrilène polluait encore des rivières andalouses. Clémence, rongée par la culpabilité, décida de réparer. Elle fouilla dans ses archives personnelles, trouvant un dossier sur l'histoire d'Ecovista. Mélanie l'avait fondé après un scandale à Paris, où sa précédente entreprise avait coulé à cause de machinations homophobes. « Tu es une survivante », murmura Clémence un soir, en servant un dîner de paella maison, aux arômes de safran et de mer. Elles mangèrent sur le balcon, les lumières de la ville scintillant comme des promesses. « Et toi, tu es ma force », répondit Mélanie, effleurant la joue de Clémence. Cette nuit, leur amour fut tendre, exploratoire, comme un retour aux sources, des caresses lentes sur la peau, des murmures en catalan appris pour l'occasion, Testimo, je t'aime. Mais le destin, capricieux comme une tempête méditerranéenne, intervint. Lors d'une promenade dans le parc Güell, où les mosaïques ondulaient comme des rêves de Gaudí, Mélanie croisa une vieille dame assise sur un banc, un châle noir sur les épaules, les yeux bleus perçants malgré les rides. Elle ressemblait à une figure sortie d'un tableau de Picasso, cubique, intemporel. La femme l'interpella. « Mademoiselle, vous avez l'air perdue. Comme moi, autrefois. » Mélanie s'arrêta, intriguée. La vieille, se présentant comme Rosa, une retraitée de 72 ans originaire de Valence, raconta son histoire en un flot de mots espagnols matinés de français appris dans sa jeunesse. « J'ai aimé une femme, voyez-vous, dans les années 50. Ici, en Espagne franquiste, c'était un crime. Nous nous cachions dans les grottes de Montserrat, mais on nous a trahis. Ma Carmen est morte en prison, et moi, j'ai survécu en silence. » Mélanie, touchée, s'assit. Rosa fouilla dans son sac usé et en tira une lettre jaunie, cachetée d'un seau fané. « Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. Je l'ai gardée des décennies, attendant la bonne personne. Lisez-la quand le doute vous rongera. » Mélanie accepta, perplexe, et Rosa disparut dans la foule des touristes, laissant un sillage de mystère. Ce soir-là, seule dans son bureau surplombant la Rambla del Raval, Mélanie ouvrit l'enveloppe. Les mots, écrits d'une main tremblante en français ancien, la frappèrent comme un éclair. « Ma chère inconnue, si cette lettre vous trouve, c'est que le temps a tourné ses roues cruelles. J'ai été comme vous, une femme d'affaires dans un monde d'hommes, aimant une autre femme avec une ferveur qui défiait les lois. À Paris, en 1925, j'ai bâti un empire de mode, mais les ragots m'ont brisé. Ma bien-aimée, Élise, m'a trahi par peur, murmurant à mes rivaux nos secrets pour sauver sa peau. J'ai tout perdu, fortune, amour, dignité. Mais j'ai appris que la trahison n'est qu'un voile, derrière, l'amour vrai renaît, plus fort. Pardonnez, non pour l'autre, mais pour vous-même. Et rappelez-vous, en Espagne, où j'ai fui, les oliviers ploient mais ne rompent pas, vivez, aimez, s'enchaînent. » Signé, Isabelle de Montfort. Les larmes coulèrent sur le papier fragile. Isabelle de Montfort? La légende. Fondatrice d'une maison de couture disparue, rue Muret lesbienne, exilée à Barcelone dans les années 30. Comment Rosa avait-elle cette lettre? Un legs, peut-être, d'une lignée de femmes brisées et recomposées. Mélanie rangea le document, le cœur gonflé d'une étrange espérance. Elle appela Clémence, qui rentrait d'un voyage à Tolède. « Viens ce soir. J'ai quelque chose à te montrer. » Clémence arriva, les cheveux ébouriffés par le Mistral, et elles s'assirent sur le tapis perçant du salon. Mélanie lut la lettre à voix haute,
sa voix chevrotante emplissant la pièce. Clémence écouta, les yeux clos, et quand ce fut fini, elle murmura, « C'est nous, n'est-ce pas? La trahison, la peur. Mais l'amour qui survit. » Elles s'embrassèrent, un baiser chargé d'histoire, et firent l'amour avec une urgence nouvelle, comme pour conjurer les fantômes du passé. Les corps s'entrelacèrent, sueur et soupir, dans une danse qui effaçait les blessures. Pourtant, Ravière ne dormait pas. Il apprit pour la lettre par un espion au bureau. Rosa n'était pas une inconnue, c'était une ancienne employée d'Ecovista, licenciée injustement des années avant. Elle avait vu en Mélanie un écho de son propre combat. Ravière, furieux, accéléra la fusion, fuitant à la presse des dysfonctionnements internes dus à la vie privée de la CIO. Les journaux titrèrent « Ecovista en péril, scandale personnel au sommet ». Clémence, lisant cela à l'hôtel, paniqua à nouveau. Au lieu d'appeler Mélanie, elle contacta Ravière en secret, « Aidez-moi à la raisonner. Elle est aveuglée par tout ça. » La trahison revint, plus acérée. Le conseil d'administration se tenait dans la grande salle du siège, une verrière donnant sur les tours inclinées de la Tour Akbar, symbole phallique d'une modernité impitoyable. Mélanie entra, la lettre d'Isabelle pliée dans sa poche comme un talisman, Clémence à ses côtés pour la première fois, ouvertement, main dans la main. Les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence lourd. Ravière, au bout de la table en acajou, arborait un sourire carnassier. « Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous votons la fusion. Mais d'abord, des révélations. » Il projeta des slides, emails truqués, photos volées de Mélanie et Clémence en escapade à Sitges, et pire, une transcription de l'appel de Clémence à Ravière. Comme vous le voyez, même ça. Partenaire doute de sa stabilité. Le monde de Mélanie s'effondra en un instant. Clémence lâcha sa main, le visage blême, balbutiant, « Mélanie, je... C'était pour te sauver. Il m'a piégé. » Mais les mots sonnaient faux, écho de sa précédente défaillance. Les actionnaires hochèrent la tête, les yeux fuyants. « Nous ne pouvons risquer l'image de l'entreprise, » déclara un vieil homme à lunettes. Mélanie se leva, la voix tremblante mais ferme. « Vous parlez d'image? Et l'âme d'Ecovista? J'ai bâti ça sur l'honnêteté, sur un avenir où l'amour quel qu'il soit n'est pas un handicap. » Elle sortit la lettre, la lisant à haute voix, sa voix résonnant comme un plaidoyer. Les mots d'Isabelle flottaient dans l'air, évoquant des époques de persécution, de femmes aimant dans l'ombre. Certains actionnaires, touchés, murmurèrent. Mais Ravière riposta, des fadaises romantiques. Les chiffres parlent, nos parts chutent de 15% depuis le scandale. Clémence, en larmes, s'effondra, c'est ma faute. J'ai appelé parce que j'avais peur de te perdre, Mélanie. Ma famille me harcèle, me dit que je suis maudite, que notre amour est un péché. Mélanie la regarda, le cœur déchiré. La trahison n'était pas malveillance, mais faiblesse, ancrée dans des siècles de silence imposé aux femmes. Tu m'as renié 2 fois, Clémence. Comment puis-je te croire encore? Elle quitta la salle, laissant le vote se dérouler sans elle. Dehors, la pluie s'abattit sur Barcelona, transformant les rues en miroirs brisés. Elle erra jusqu'au port, où les cargos grinçaient comme des âmes en peine. Assise sur un banc mouillé, elle relut la lettre. Pardonnez, non pour l'autre, mais pour vous-même. Rosa réapparut alors, comme sortie de la brume, son châle dégoulinant. Je savais que vous viendriez ici. C'est l'endroit où Isabelle et Élise se retrouvaient, en secret. Mélanie, stupéfaite, demanda, vous la connaissiez? Rosa sourit, les yeux voilés. J'étais la fille de leur couturière. J'ai vu Élise, brisée par la culpabilité, écrire une seconde lettre qu'elle n'a jamais envoyée. Elle regrettait tout. Et Isabelle? Elle a reconstruit, seule, en vendant des robes aux exilées républicaines. L'amour les a tués, mais aussi sauvés. Rosa tendit une seconde enveloppe, plus récente. Élise l'a confiée à ma mère avant de mourir. Pour la femme qui lirait la première. Mélanie l'ouvrit, les mains tremblantes. Ma bien-aimée, si tu lis ceci, c'est que la trahison t'a blessée comme moi. J'ai cédé à la peur, murmurant nos secrets pour survivre. Mais chaque nuit,
Je revivais nos étreintes, tes lèvres sur ma peau, ton rire dans les jardins de Butchart. Pardonne-moi, non par pitié, mais parce que l'amour est plus grand que nos faiblesses. Vis pour nous deux. Élise. Les sanglots secouèrent Mélanie. Ces femmes du passé, fantômes d'un Espagne franquiste, lui tendaient un miroir impitoyable. Clémence l'avait trahi par peur, comme Élise. Mais l'amour, ce feu andalou, brûlait encore. Elle se releva, déterminée. Au bureau, le vote avait passé, la fusion était actée, mais avec des clauses éthiques imposées par les actionnaires émus par la lettre. Ravière, furieux, démissionna dans un éclat théâtral. Vous regretterez ça, les lesbiennes au pouvoir. Clémence attendait dehors, trempée, les yeux rougis. Dit Mélanie d'une voix brisée. Ou reste et combat avec moi. Clémence s'agenouilla dans la flaque, saisissant sa main. Je reste. Plus de silence, plus de peur. Je t'aime, Mélanie, corps et âme. Elles s'embrassèrent sous la pluie, un baiser cinématographique, salé d'eau et de sel, tandis que les passants détournaient les yeux ou souriaient en secret. Le climax vint 2 jours plus tard. Ecovista lança une campagne publique, Amour vert, pour un monde sans frontières, sponsorisée par les fonds de la fusion. Mélanie et Clémence posèrent pour la photo officielle, enlacées sur la plage de la Barceloneta, symbole d'un amour assumé. Les médias s'emballèrent, elles pétiterant, la CEO lesbienne qui sauve l'Espagne verte. Ravière, ruinée par ses propres machinations, s'exila à Madrid, murmurant des regrets dans des bars sombres. Mais la vraie tempête était intérieure. Clémence confia à Mélanie ses doutes les plus profonds, une enfance à Valence, où sa sœur aînée s'était suicidée après un coming-out forcé. J'ai peur de te faire du mal, comme on m'en a fait. Mélanie, tenant son visage, répondit, nous guérirons ensemble. Comme Isabelle et Élise l'auraient voulu. Elles firent l'amour cette nuit-là avec une intensité nouvelle, explorant non seulement les corps mais les âmes, des caresses qui effaçaient les cicatrices, des murmures qui tissaient un avenir. Rosa les invita à un dîner dans sa modeste maison du quartier de Gracia, où des photos jaunies d'Isabelle ornaient les murs. Vous êtes leur legs, dit-elle, levant un verre de sangria. Les rires fusèrent, légers, et pour la première fois, Mélanie sentit la paix. Les mois suivants furent une renaissance lente, comme les amandiers en fleurs sur les collines de Montserrat. Ecovista prospéra, la fusion apportant non seulement des capitaux mais une visibilité mondiale. Mélanie, promue icône du féminisme économique, donna des conférences à Bilbao et Séville, Clémence à ses côtés comme codirectrice des initiatives sociales. Leur amour, jadis caché, devint un étendard, des articles dans Vogue Espagne les dépeignaient comme les amantes de la Méditerranée, et même la famille de Clémence, après une lettre courageuse, envoya une carte de Noël timide mais sincère. Pourtant, le chemin n'était pas linéaire. Une nuit d'orage, alors que la foudre illuminait la Sagrada Familia comme un squelette divin, Clémence se réveilla en sueur, hantée par un cauchemar. Je te trahissais encore. Dans le rêve, Ravière me forçait à choisir, toi ou ma carrière. Mélanie la serra contre elle, leur corps nus collés dans la moiteur. Et tu choisissais, murmura-t-elle. Clémence secoua la tête. Non. Je choisissais nous. Et je le ferai toujours. Leur étreinte fut passionnée, un rituel de réaffirmation, lèvres affamées, mains avides, un orgasme partagé qui dissipa les ombres. Rosa devint leur mentor informel, les emmenant dans des ateliers de couture où des femmes âgées cousaient des bannières pour les marches LGBTQ+ de Madrid. Isabelle aurait adoré ça, disait-elle, les yeux pétillants. Un jour, elle révéla le secret final, elle était la fille illégitime d'Élise, abandonnée mais élevée dans l'ombre de l'amour perdu. Cette lettre m'a sauvée autant que vous. Mélanie et Clémence l'embrassèrent, un trio de générations liées par des fils invisibles. Le dénouement vint lors d'une retraite à la Costa Brava, dans une villa isolée face à la mer Tyrrhénienne. Les vagues léchaient les rochers comme des amants impatients, et sous un ciel crépusculaire, Mélanie s'agenouilla devant Clémence, une bague en or ciselée au motif d'olivier à la main. Épouse-moi. Pas pour la société, pas pour les titres. Pour nous, pour l'éternité que nous construirons. Clémence, les larmes coulant, répondit, oui, 1000 fois oui. Leur baiser scella le pacte,
suivi d'une nuit d'amour infini, corps entrelacés sur les draps de lin, souffle haletant, un crescendo de plaisir qui culmina en un cri libérateur, écho des mers antiques. De retour à Barcelona, elles annoncèrent leur union lors d'une gala pour Ecovista, au Liceu, sous les lustres de cristal et les applaudissements. Javier, apprenant la nouvelle par la presse, envoya une lettre d'excuse anonyme trop tard pour le pardon, mais assez pour la closure. Rosa, invitée d'honneur, leva son verre, à l'amour qui change tout. La vie, en fin de compte, n'était ni conte de fées ni tragédie grecque, mais un roman humain, imparfait, résili. Mélanie et Clémence, main dans la main, marchaient dans les ruelles du Barry gothique, riant des souvenirs, planifiant des adoptions futures, un jardin secret pour leur amour. L'Espagne, avec ses passions enflammées et ses silences cicatrisés, les avait forgés. Et quelque part, dans l'au-delà, Isabelle et Élise souriaient, leurs lettres comme des phénix renaissants.